Merci beaucoup, merci pour cette invitation et merci pour donner l'occasion de parler effectivement des facteurs humains qui peuvent aussi faire partie de l'anesthésie de 2030, tant ils sont en train un petit peu d'exploser et on voit effectivement de plus en plus de notions de référence aux facteurs humains. Alors, moi je suis effectivement anesthésiste réanimateur à Necker, j'ai juste un conflit d'intérêts, c'est que je participe à un groupe qui s'appelle Facteurs humains en santé, et que dans ce groupe il y a des gens qui écrivent des livres. Alors moi je touche 0 € sur ces livres-là, mais par contre je voulais vous les proposer et voilà, je voulais vous le dire quand même, effectivement, ils font partie du groupe aussi. Alors si on prend un petit peu le facteur humain, vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement large. On peut le définir de deux façons, soit c'est la contribution humaine impliquée dans un événement, que ce soit la réussite ou l'échec ou l'erreur, ou que ça soit finalement la discipline scientifique qui s'intéresse à la compréhension entre les interactions entre les humains et les autres parties d'un système, tout ça afin d'optimiser le bien-être humain et la performance globale du système. Jusqu'ici, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui vient de l'aéronautique. Pourquoi de l'aéronautique? Parce que dans les années 70, il y a toute une série finalement d'accidents dans lesquels on va se rendre compte que même si c'est effectivement des avions qui sont un petit peu anciens, il n'y a pas d'électronique à bord, mais probablement qu'une grande partie des causes finalement de ces accidents sont des causes humaines. Et maintenant, voilà, en aviation, on dit que 70 à 80% des accidents ont une cause humaine. Et l'actualité, hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a encore une enquête qui est en cours, mais il y a les premières analyses d'un bureau enquête accident à propos d'un avion qui a dû remettre les gaz. Au départ, on s'est posé la question, bien entendu, est-ce qu'il y a eu un problème sur l'avion? Et il semblerait, j'emploie bien entendu le conditionnel, parce que même si c'est un rapport préliminaire, il y a encore des semaines d'enquête, il semblerait que ce ne soit peut-être pas l'avion, mais peut-être plus les pilotes. Et vous voyez que ces facteurs humains, finalement, maintenant, on reconnaît que dans toutes les activités où on a des opérateurs humains, et bien finalement, dans 70 à 80%, on a un risque qui est une erreur humaine. Et alors en santé, jusque dans les années 1998, on ne se posait pas trop la question, en tout cas il y avait des précurseurs qui se la posaient, mais là il y a un rapport qui sort et qui dit l'erreur est humaine et qui dit qu'aux États-Unis, il y a 40 à 98 000 morts par an qui sont évitables. Si on remet ça en avion, ça fait un crash d'avion par jour. Et puis rapidement, un peu plus tard, il y a des gens qui vont revoir les données, qui vont revoir la morbidité associée, les décès secondaires, et qui vont dire non, on est plutôt à 200 000 morts évitables par an. On est de 2 à 3 crashs d'avions par jour. Ce qui fait que finalement, la troisième cause de décès aux États-Unis, maintenant, bien avant même les armes à feu dont on parle beaucoup plus, c'est les erreurs médicales. Ce qui fera dire à ce pilote que vous connaissez peut-être, ou vous l'avez peut-être reconnu parce que lui, il s'est posé sur l'Hudson, que s'il y avait un tel niveau de complications qui arrivait dans l'aviation, eh ben, les avions, ils ne voleraient plus, les aéroports seraient fermés et il y aurait une réaction extrêmement importante du gouvernement et tant qu'on n'aurait pas remédié au problème, eh ben, personne ne volerait. Donc vous voyez, la compagnie La Santé, elle serait rapidement mise sur la liste noire des compagnies interdites. Et cette institution elle-même, elle a une organisation elle-même qui est encore plus supra-institutionnelle. Ce qui fait que ça donne un système complexe et que ce n'est pas évident en 20 minutes de tout décrire. Donc moi je vous propose de m'intéresser déjà à tout ce qui est à notre niveau, ce qu'on peut faire en tant que collectif et puis individuellement. Mais vous savez que quand on regarde un petit peu les erreurs, ce qui fait qu'un un accident devient un accident, c'est qu'on passe à travers toutes les mailles du gruyère. Et quand on passe à travers toutes les mailles du gruyère, on ne passe pas forcément uniquement à travers les mailles de l'opérateur, mais les mailles aussi de l'organisation. Et donc il est important à chaque fois d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Alors notre opérateur, il a, lui, ses capacités individuelles qui sont limitées. Bah oui, notre cerveau, il peut faire plein de choses, mais il a une bande passante limitée. Il a une impossibilité de faire plein de choses en même temps. Il peut même rater un moment des erreurs. Dernièrement, il y a un neurophysiologiste qui nous a expliqué que, effectivement, s'il y a trop d'erreurs, au bout d'un moment, le cerveau, il en annule certaines. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour lui de gérer, sinon il y a trop de choses à gérer. Il doit gérer son savoir-faire, c'est-à-dire son côté technique. Il doit gérer aussi son savoir-être, on en reparlera un petit peu, tout ce qui est le côté non technique. Et il doit prendre des décisions. Et prendre des décisions, ce n'est pas facile pour nous non plus, parce que, vous savez peut-être, on a deux systèmes de pensée. On a un premier système qui est très rapide, qui est le système limbique, qui demande très peu d'énergie,
qui va réagir très vite, mais qui peut être soumis à l'erreur. Et puis on a un deuxième système de pensée, qui est un système beaucoup plus analytique, qui est beaucoup plus lent, qui va, lui, plutôt être consommateur d'énergie. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le problème, c'est que par exemple, si vous êtes à côté d'un trou, le système 1 risque de vous faire sauter, et le système 2 essaiera de vous faire sauter du bon côté du trou, plutôt que d'aller dans le trou. La seule chose, c'est la vitesse à laquelle vous allez pouvoir activer les deux systèmes. Et puis on a un autre problème, c'est qu'en plus, je suis désolé, ça apparaît pas, mais on a des biais cognitifs, et des biais cognitifs, on en est bourré. J'avais une petite un icône qui est parti. On a plein de biais cognitifs possibles, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend des décisions, on a des risques de se tromper. On peut avoir finalement des biais de confiance, d'excès de confiance, quand on se dit, voilà, ça je sais le faire, il n'y a pas de problème, je vais m'en sortir. Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir du renforcement positif, mais quelquefois c'est ce qui fait que les gens qui sont plus experts vont se mettre dans des situations plus dangereuses que les autres. On peut avoir des biais dits de confirmation, qui font que finalement, si on s'est dit que c'était une embolie pulmonaire, tout ce qui va aller dans le sens de l'embolie pulmonaire, notre cerveau va le garder. Tout ce qui ne va pas aller dans le sens de l'embolie pulmonaire, finalement, comme c'est une embolie pulmonaire, je n'ai pas besoin de l'utiliser. Et donc ça, c'est des biais qui vont aussi fausser nos décisions. Et puis on peut aussi avoir des fois des biais de soumission à l'autorité, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être difficile de dire à son chef de service qu'il est en train de faire une erreur. Donc vous voyez que nos décisions ne sont pas forcément toujours faciles. Et puis notre opérateur, il est dépendant de plein de facteurs physiologiques. La faim, la fatigue, et alors nos collègues anglais, ils ont cet acronyme qui dit HALT. Si vous êtes hungry, late or tired, à ce moment-là, arrêtez, vous risquez de faire une erreur. C'est-à-dire qu'effectivement, physiologiquement, vous n'êtes pas en état de prendre une bonne décision parce que vous êtes soumis à des choses qui influencent votre prise de décision. Et par exemple, quand on prend le stress, on se rend compte qu'il y a deux parties dans le stress. Il y a une partie du stress qui est favorable. Le stress, ça nous met en éveil, on a besoin probablement d'un niveau d'activité important. Mais le problème, c'est que quand ce stress risque de devenir de l'anxiété. Parce qu'à ce moment-là, quand on est dans un stress qui devient délétère, au moment des prises de décision, on va réduire notre champ des décisions possibles. On va aller au plus vite quelquefois pour que la situation s'arrête. Quelle que soit la solution, je veux que ça s'arrête. Et puis ce qui peut passer aussi, c'est que même si vous avez appris des choses aujourd'hui, vous avez peut-être réutilisé une posologie d'il y a 10 ans parce que c'est celle qui est ancrée au plus profond de vous. Et donc dans le stress, vous allez réutiliser ce qui semble être ce que vous connaissiez le mieux. Donc vous voyez, il y a plein de situations possibles. Alors pourtant, quand on regarde l'anesthésie, quand on regarde un petit peu le niveau de risque de pas mal de situations, vous voyez qu'on est plutôt pas trop mal placé. L'anesthésie de l'ASA 1, on n'est pas effectivement au niveau de l'aviation, on n'y sera peut-être pas, mais on est autour de 10.5, 10.6. On se rapproche de systèmes qui sont plutôt sûrs. Alors si on prend l'anesthésie pédiatrique, qu'est-ce qui peut nous poser problème en anesthésie pédiatrique? C'est que déjà, tout le monde n'exerce pas à plein temps en anesthésie pédiatrique. Et donc le fait de faire de la pédiatrie de temps en temps, ça peut majorer le stress. En anesthésie pédiatrique, on a aussi des enfants qui vont des fois désaturer très rapidement. Et donc on va avoir un temps de réaction qui va être extrêmement limité. Et puis on a des intervenants interprofessionnels, ça veut dire que la gestion des complications, elles vont se faire en équipe, et donc il va falloir savoir travailler en équipe. Et deuxièmement, quelquefois, quand on a un enfant qui est tout petit, qu'on a des chirurgiens, des anesthésistes et qu'on est tous en train de travailler ensemble, on risque de se gêner aussi. Il peut y avoir aussi une empathie des situations pédiatriques, ce qui fait que quelquefois, à certaines heures où on ne devrait pas forcément endormir un enfant, voilà, il a été recusé plusieurs fois, la famille est là, on va se lancer peut-être un petit peu plus que chez l'adulte dans des situations où on se dit non, je ne vais pas l'annuler. Et puis, comme tous nos collègues, on est bien entendu soumis aux gardes et à la fatigue. Alors dans cette étude, vous voyez, qui s'intéressait aux facteurs humains en anesthésie pédiatrique, sur 2 ans et 28 000 anesthésies, ils avaient 2,4% d'incidents rapportés, tous âges confondus. Et à chaque fois, pour 45% des incidents, il y avait une association à des facteurs humains, qui étaient d'ailleurs plus souvent chez eux des erreurs de jugement que des problèmes de communication. Alors si on retourne un petit peu à notre aviation, comment l'aviation elle a fait pour essayer de sortir de ces problèmes de communication, de ces problèmes de coordination? Ils ont créé des formations qui s'appellent les CRM. Alors c'est une formation qui a évolué parce qu'au départ, elle était dans le cockpit. C'est-à-dire qu'on se disait, le problème, c'est entre le pilote et le copilote. Donc elle s'appelait Cockpit Resource Management. Et puis après, on s'est rendu compte que, ok, il y a le cockpit, mais derrière, il y a des stewards,
Au sol, il y a toute une équipe, il y a des contrôleurs aériens, il y a plein de gens et qu'on évolue dans un système, comme je vous ai dit. Et donc c'est pour ça que c'est devenu Crew Resource Management. Vous entendez des fois parler de compagnie Resource Management au sens large, ou alors quand c'est une situation d'urgence, de Crisis Resource Management, c'est-à-dire le management d'équipe en situation de crise. Et là, on fait plutôt appel à des compétences non techniques, le savoir-être. Le savoir-être, quelque chose qu'on n'a pas forcément appris à l'école des docteurs. Alors on a un monsieur qui s'appelle monsieur Gaba, qui est anesthésiste réanimateur, et lui, il avait des copains pilotes, et quand il a vu qu'il y avait les CRM, quand il a vu qu'il avait les mêmes problématiques, il s'est dit, mais c'est super, il faut que j'invente les ACRM. Et donc il a réfléchi à plein de facteurs, qui sont des facteurs un petit peu de notre vie quotidienne, et qui sont censés nous aider en situation de crise, mais attention, on peut très bien les utiliser finalement au jour le jour. Alors je vous laisserai le diaporama, je ne vais pas tous les détailler, mais par exemple, connaître son environnement. Où est le chariot d'urgence, où est le dentrolène, où est le défibrillateur. C'est clair que si vous devez chercher le défibrillateur au moment de l'arrêt cardiaque, vous allez prendre plus de temps que si vous savez d'emblée où il est. Mais on peut aussi adapter son environnement. Vous voyez, nous par exemple, on a eu un problème avec une ampoule de noradrénaline. Maintenant, les ampoules de noradrénaline sont dans un système qui est simplement une boîte de CBU où il y a marqué noradrénaline. On oblige l'opérateur à faire un geste en plus. Pourquoi? Parce que quelquefois, certaines ampoules peuvent se ressembler et donc on peut faire des erreurs à ce moment-là. Et puis finalement, on peut aussi, quand on connaît son environnement, on peut aussi connaître et être connu de son équipe. Et moi, je vous encourage, et de ses patients d'ailleurs, et je vous encourage à vous identifier. Alors, tout est parti de ce monsieur qui s'appelle Rob Hackett, qui est un Australien, qui a lancé le TEADCAP Challenge, où il essaye de promouvoir le fait que chacun s'identifie avec son prénom et sa fonction. Je ne sais pas dans votre bloc opératoire, mais moi, il y a plus d'une dizaine de salles qui tournent tous les jours. Il y a un turnover très important de soignants. J'ai un cerveau qui refuse d'apprendre des prénoms en plus. Et c'est extrêmement désagréable d'être avec une équipe où vous ne connaissez pas toujours le nom des soignants qui sont venus vous aider, le nom de l'infirmière anesthésiste qui vient de passer dans la salle prendre quelque chose. Donc je vous encourage à réfléchir à ça. Dans les CRM, on a aussi l'appel à l'aide précoce, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on peut être dans un pays peut-être un petit peu latin, où on aurait tendance à se sentir jugé quand on appelle à l'aide, alors qu'en anesthésie pédiatrique, on a vu que les choses évoluent très vite. Donc, appeler à l'aide, c'est bien, il faut savoir qui appeler, effectivement, il faut que les numéros soient clairs, et il faut savoir comment appeler. Alors là, on a l'HAS qui nous propose un système en 4 étapes, ça aide, la situation, les antécédents du patient, mon évaluation et ma demande, de quoi j'ai besoin finalement. Et on attend bien entendu que l'opérateur réponde qu'il a compris et qu'il va venir. Et surtout dans la demande, on demande si on a besoin de la personne tout de suite ou si on a besoin de la personne un petit peu plus tard. On a aussi dans ces CRM le fait de travailler en équipe. Et dans cette étude, ce n'est pas forcément une étude d'anesthésie. Il y avait 2 choses qui étaient intéressantes. Vous voyez, ces 2 premiers facteurs, c'est le leadership, le management, et puis la communication. Et ça, c'est des facteurs extrêmement importants dans une équipe. Parce que quand on regarde une équipe, finalement, on a besoin d'un leader, on a besoin de quelqu'un qui va être effectivement le preneur de décision, mais on a aussi besoin de gens qui vont participer à la prise en charge. Et ça, c'est une participation active, c'est ce qu'on appelle le followership. Et là, je remercie Georges Savoldelli de nous a rappelé que, par exemple, une équipe d'experts n'est pas forcément une équipe d'expertes. Parce que ce qui peut se passer, c'est que quelquefois, pour des problèmes d'ego, de comportement, de plein de choses, où on ne sait pas travailler ensemble, et même si vous avez les meilleurs personnels avec vous, si on ne travaille pas bien ensemble, s'il y a plusieurs leaderships qui travaillent en même temps, à ce moment-là, il y a des risques que ça ne fonctionne pas. Travailler en équipe efficace, finalement, ça serait essayer, surtout quand ça va mal, de ressembler à un pit stop. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le temps que met une voiture quand elle s'arrête à un pit stop. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et le gars qui s'occupe de la roue droite ne se dit pas « Tiens, j'ai envie de mettre du carburant ». Non, s'il fait ça, il va être formé à mettre du carburant et le lendemain, il mettra du carburant. Donc ce travail en équipe, il nécessite finalement une communication efficace et qu'on soit capable de travailler ensemble aussi dans la communication. Et vous voyez que des fois, dans un bloc opératoire, ça peut être beaucoup plus compliqué. Si vous n'avez pas vu Charlie, il est en haut à droite de l'image. Et vous voyez que quand on est dans une situation comme ça, la communication, elle ne va pas être facile. Et je vous rappelle très rapidement, ce qu'on veut dire n'est pas forcément ce qui est dit n'est pas forcément ce qui est entendu n'est pas forcément ce qui est compris. Notre cerveau, il réfléchit plus vite qu'il ne parle, et puis il entend et il réfléchit en même temps. Donc automatiquement, ce n'est pas forcément facile. Et ce qui est compris n'est pas du tout forcément ce qui est fait quelquefois. C'est-à-dire que les gens peuvent être dans un tel stress qu'ils ont parfaitement entendu ce qui leur était demandé, mais ils ne vont pas le faire. Et donc on a cet article qui nous dit que dans 30% des échanges entre équipes, il y a régulièrement des problèmes de communication. Et ces problèmes de communication, ils ne sont pas sans effet parce qu'ils augmentent la charge cognitive des soignants,
Ils vont créer des interruptions de tâches, dont on verra qu'elles sont délétères, et donc ils risquent d'augmenter les tensions au moment des équipes, et donc on augmente les tensions, et donc on diminue le travail d'équipe, et donc c'est un cercle vicieux. Alors dans cette communication, si on reprend un petit peu nos exemples de pilotes, nos pilotes depuis très longtemps, ils ont un manuel de radiophonie. C'est-à-dire qu'un pilote, il ne dit pas forcément oui, il va dire Roger. Pourquoi? Parce que c'est suffisamment long pour que, à l'époque où on avait des petites radios, ce Roger se transmette. Et puis tout le monde va dire Roger. C'est pas le gars qui se dit le lundi, puis l'autre il va dire yep. Moi j'ai envie de dire yep le mardi. Non, ils ont un manuel qui est très précis. Alors nous, on a un auteur qui s'appelle Jérôme Cros, qui est anesthésiste aussi réanimateur, qui s'est intéressé à cette communication entre soignants. Et voilà par exemple ce qu'il propose. Par exemple qu'on définisse bien toujours son interlocuteur. Qu'on soit précis, exhaustif, mais concis, surtout quand la situation est grave. Qu'on évite les verbes ambigus. Faire. Faire, c'est préparer. Faire, c'est injecter. Qu'est-ce que faire? Non, il y a des verbes des fois plus précis. Qu'on temporise les actions attendues. Si on doit le faire maintenant, c'est maintenant qu'on le fait. Si on ne le dit pas maintenant, automatiquement, les gens vont peut-être se dire c'est dans 5-10 minutes. Il faut donner le chiffre et l'unité appropriée des médicaments. Il faut limiter les acronymes. Et en gros, on fait 1 d'adré en IVD. Non, ça serait plutôt Laure injecte maintenant 1 mg d'adré en intraveineuse directe. Si on regarde un petit peu, pareil, ce qui se passe dans l'aviation, comment ça se passe? Une tour de contrôle, quand elle dit quelque chose à un avion, elle passe son message. L'avion répète le message, par exemple, vol X machin, vous êtes autorisé à prendre la piste 12. Le vol X machin va dire, je suis autorisé, je me dirige vers la piste 12. Et la tour de contrôle va lui répondre, ok, bien reçu. Et bien nous, il faut qu'on fasse la même chose. Laure injecte 1 mg d'adrénaline en intraveineuse directe. J'injecte 1 mg d'adrénaline en intraveineuse directe. Bien reçu. Merci Laure. Alors, bien entendu, là je vous ai mis de la politesse, mais on peut se limiter au bien reçu. Ce qui est important, c'est que surtout, si vous dites Laure injecte 10 mg d'adrénaline, peut-être que Laure va vous dire j'injecte 10 mg d'adrénaline. Voilà, elle a l'opportunité de vous poser la question. La boucle fermée, ça marche. Quand on regarde un petit peu de la ressuscitation en traumatologie pédiatrique, vous voyez que par exemple, quand on avait une boucle fermée et quand elle était utilisée correctement, les actions étaient faites beaucoup plus rapidement. Et puis on a un autre problème, c'est le no-go. Le no-go, c'est quand il ne faut pas y aller. C'est quand il se passe quelque chose et qu'on a besoin de le dire. Et si un soignant a un doute, il doit absolument s'autoriser à ne pas réaliser l'action sans forcément être jugé incompétent. Mais pour ça, il faut qu'immédiatement, ils disent pourquoi il ne peut pas faire l'action. Est-ce qu'il n'a pas bien entendu le message? Il a besoin de répéter. Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec le message? Il y a quelque chose qui va contre ses pratiques, par exemple, habituelles. Et on se rend compte que finalement, dans plein d'accidents, il y avait quelqu'un qui savait. Il y avait quelqu'un qui savait, mais qui n'a pas su le dire ou qui n'a pas osé le dire. Et donc, en gros, le silence tue. Et donc, il faut tuer le silence. Il faut être capable de le dire. Si vous ne connaissez pas le cas d'Hélène Bromley, je vous propose d'aller regarder cette vidéo sur YouTube. Vous allez voir, il y avait pendant cette réanimation d'une personne qui venait simplement pour une rhinoplastie et qui va décéder malheureusement, et il y avait des gens qui savaient qu'il se passait quelque chose de mal. Mais ils n'ont pas réussi à être écoutés. Alors, il faudrait établir un climat extrêmement positif pour la communication. Et ça, par contre, ça peut être l'idée de se créer un briefing le matin. C'est-à-dire un temps de discussion d'équipe où on va parler de la matinée. C'est aussi un temps de discussion où on va peut-être pouvoir parler de soi. Par exemple, il y a une journée que je déteste, c'est mon surlendemain de garde. Et à chaque fois que je suis en surlendemain de garde, je préviens l'IAD le matin. Tu sais que tu peux me dire généralement tous les jours, mais encore plus aujourd'hui parce que je suis en surlendemain de garde et je suis probablement un petit peu plus fatigué parce que hier, bien entendu, en lendemain de garde, j'ai fait d'autres choses. Alors en aviation, vous savez, ils font un briefing complet. Alors ils utilisent le prénom, quel que soit le rôle et responsabilité, ils se tutoient. L'idée, c'est pas forcément qu'il n'y ait pas de hiérarchie, mais l'idée, c'est que le climat soit le plus favorable possible à ce que tout le monde puisse parler. Et on va partager en équipe la situation. Et on va limiter le gradient hiérarchie. Et je vous rappelle ce livre, si vous ne le connaissez pas, c'est Le pouvoir des gentils. J'adore le slogan, c'est « Le gentil est toujours celui qui gagne à la fin du film ». Et je vous encourage à penser que la gentillesse, ce n'est pas un défaut, ça peut être une force aussi. Alors, le gradient hiérarchique, ce que je vous disais, c'est un risque de frein à la performance d'une équipe. C'est par exemple quand vous devez dire quelque chose à quelqu'un qui est plus gradé que vous. Vous voyez, par exemple, là, c'est un accident où il y a eu 583 morts. Le copilote avait comme pilote, comme supérieur, le patron de la compagnie, en quelque sorte. C'était le formateur de tous les autres pilotes. C'était lui qui l'avait formé. Et donc, vous imaginez bien que, de toute façon, quand il y a une erreur de fait, il y a un doute que le pilote se soit posé la question, mais de toute façon, il ne pouvait rien dire.
Il était dans l'incapacité de contredire son chef. Et donc là, il faut qu'on puisse se dire, mais est-ce que je peux dire quelque chose quand ça ne va pas? Eh bien, il y a une technique, il y a un mot qui s'appelle l'assertivité. Et l'assertivité, c'est la qualité d'exprimer ses opinions sans entremer les droits d'autrui, c'est-à-dire essayer de faire passer un message, même dans des situations compliquées. La règle numéro 1, c'est de s'assurer des capacités d'écoute de l'interlocuteur. On le verra tout à l'heure, mais si votre interlocuteur il est complètement, vous savez, dans un effet tunnel, eh bien, automatiquement, il ne vous entend pas, et c'est peut-être pour ça qu'il ne vous a pas répondu. Et donc à ce moment-là, on va essayer de capter son attention. Et comment on peut capter l'attention? Eh bien, on va essayer d'appeler la personne par le prénom, si on l'appelle toujours par son nom. Ou alors au contraire, si vous l'appelez toujours par son prénom, vous l'appelez par son nom complet. Vous allez essayer de faire quelque chose qui tique dans son esprit. Quelquefois, ça va être un changement de ton. Quelquefois, ça va être un contact physique, simplement toucher l'épaule, bien entendu. Là, j'ai une jolie vidéo que j'aurais pas le temps de vous passer, de John Wayne qui donne un coup de poing à son copilote parce qu'il n'est pas content. Non, il faut que ça reste quelque chose, mais il faut que ça reste quelque chose qui sorte la personne. Ou alors, demander une ferme tour de boucle si on vous a demandé quelque chose et que vous avez répondu, mais que vous n'avez pas eu de réponse derrière. Alors, je vais vous parler par exemple de ma voiture bleue. Je ne sais pas si vous connaissez ma voiture. Je l'ai garée, puis vous voyez, si vous regardez bien ma voiture, vous allez voir ce qui va se passer au niveau de ses roues. J'ai eu un petit problème. Et vous voyez, ma voiture, elle est restée garée quelques jours. Pas longtemps, ça dure 20 secondes. Elle est restée garée 20 secondes, et pourtant, à la fin, il y a des choses qui s'étaient passées. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ma voiture ou pas? Ma voiture, elle n'a pas bougé en fait. Ma voiture, elle n'a pas bougé. Je vous ai forcé à regarder ma voiture. Peut-être que ça n'a pas marché pour tout le monde. Mais si vous regardez, la rue, on est passé de la rue en haut à gauche à la rue en haut à droite. C'est-à-dire que vous êtes focalisé sur la voiture. Votre esprit, il n'a pas pu regarder ce qu'il y avait tout autour. Je vous ai obligé à regarder les roues de la voiture en plus. Et entre-temps, on a repeint des façades, on a changé des panneaux, on a rajouté on a racheté des choses derrière. Il y a un même système avec Gorilla Ball. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir, et vous verrez si vous avez vu des choses ou pas. Donc ça, c'est le problème de l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est par exemple quand vous levez la tête et que vous vous rendez compte que ça fait une demi-heure que vous essayez de perfuser un enfant, et vous êtes tellement dans la persévération que finalement, il faudrait probablement passer à l'intra-osseuse ou à un autre système, mais vous êtes encore dans cette situation d'essayer. Et puis en plus, vous risquez de rater. Avant l'effet tunnel, ce qui peut nous sauver, c'est de réévaluer régulièrement la situation et bien entendu de s'adapter à l'évolution de la situation. Quand un patient fait une crise d'asthme, on est peut-être en train de lui mettre un masque pour lui donner de la ventoline. Quand il est en arrêt cardiaque, il faut à ce moment-là le masser. Chercher la ventoline n'a plus d'intérêt. Et là, il y a une importance de l'équipe parce que quelquefois, c'est quelqu'un qui va justement vous sortir de l'effet tunnel. Et donc, comme vous êtes aussi une population les plus jeunes, quelquefois, quand vous voyez vos seniors ou nos seniors, nous-mêmes, dans des situations d'effet tunnel, n'hésitez pas à nous dire « Oh là, ça fait peut-être 15 minutes qu'on cherche une voie veineuse, est-ce qu'on ne fait pas autre chose ?» On a aussi l'idée de ne pas faire confiance à ses automatismes et à sa mémoire. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure, on a des problèmes de mémoire, on a des problèmes de capacité cognitive, et donc il y a plein de choses qui ont été développées pour nous aider. Les checklists, dont on a vu qu'elles réduisaient la morbidité, la mortalité, dans plein de situations. On a vu aussi que les aides cognitives, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour nous aider à ne pas rater des items, par exemple au cours d'une réanimation. Mais attention, les aides cognitives, bien entendu, il faut les connaître, c'est-à-dire qu'il faut les avoir lues avant de les utiliser. Parce que même si on regarde une aide cognitive, si elle est censée être faite le plus simplement possible, si on ne la connaît pas, on risque de prendre du temps à la découvrir et de faire des erreurs. Alors quand on vous parlait ce matin de 2030, il y aura de plus en plus d'intelligence artificielle et il est très probable qu'on ait peut-être des scopes qui, avant même qu'une hypotension arrive, nous disent dans quelques années « Attention, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Parce que moi, je suis en train d'intégrer plein de facteurs. J'ai une base de données qui me dit que quand on s'est pris 2 points de fréquence cardiaque comme ça, une pointe de capno qui tombe là, probablement qu'on va vers l'hypotension. » Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il est possible qu'on ait des systèmes intelligents qui nous guident pendant la réanimation. Parce que vous savez aussi que quand on part d'une phase où on est un petit peu au calme, on est un peu rafraîchi, en garde, et là, il se passe un événement aigu, quand on regarde, et la même chose chez les pilotes, les premières actions ne sont pas forcément toujours les meilleures. C'est-à-dire les actions qu'on prend, vous voyez, système 1, on veut aller très vite, des fois, il faut prendre le temps, essayer de se dire « Oh là, 2 secondes, qu'est-ce qui se passe ?» On parlait de l'oxygène ce matin, quelquefois, effectivement, plutôt le recrutement que l'oxygène. Et donc là, il y a un édito qui vient de sortir, il y a Romain Piracchio qui participe, et qui dit vraiment, si on veut être dans les standards, si on veut
soigner correctement nos patients, c'est plus possible. Voilà, les miracles et les héros, c'est fini. Il faut qu'on accepte d'utiliser finalement tous ces systèmes d'aide cognitive et de checklist qui sont là pour nous aider. Et puis je vous avais parlé des interruptions de tâches, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a un de nos collègues qui est à Rouen, qui s'intéresse beaucoup à ce système-là. Et vous voyez que les interruptions de tâches, elles sont extrêmement fréquentes en réanimation et au bloc opératoire. Et que le nombre d'interruptions de tâches, il peut aller, selon les études, de 1,5 à 60 par heure. Que si certaines sont justifiées, la plupart ne le sont pas. Que quelquefois, l'équipe d'anesthésie est elle-même à l'origine des interruptions de tâches, c'est-à-dire que votre IAD est en train de faire quelque chose et vous lui demandez quelque chose en plus. D'où le fait d'être aussi le plus autonome possible et d'apprendre, notamment au cours de votre internat, à être le plus autonome possible. Je suis toujours impressionné, quand on regarde les IAD, la plupart du temps, quand elles vont faire des choses, elles nous demandent très peu de choses. Elles ont l'habitude, quand elles vont faire un soin, de se dire « j'ai préparé tout ce qu'il faut ». Quand on regarde les docteurs, très régulièrement, le docteur, alors que l'IAD est en train d'intuber ou de faire autre chose, « ah, est-ce que tu peux me passer ça? Est-ce que tu peux me passer ci? Est-ce que tu peux me passer ça ?» Donc il faut aussi que nous, on ait l'habitude de limiter ces interruptions de tâches. Et ces interruptions de tâches, ça peut être aussi le téléphone qui sonne ou de la communication. Et là, on pourrait aussi s'intéresser à l'aviation, parce que dans l'aviation, il y a un principe qui s'appelle le cockpit stérile. C'est-à-dire qu'à certains moments, quand on est dans le décollage ou la phase d'atterrissage, les communications, elles ne vont être autorisées que sur la situation en cours. La première personne qui vous parle de ce qu'il va faire ce soir, la première personne qui vous parle de ce qu'il a mangé hier soir, même si c'est hyper intéressant, non, ce n'est pas le moment. Quand on sera dans une phase finalement un petit peu stable, là on pourra rediscuter d'autres choses. Peut-être que je pourrais parler du jeune, de l'enfant du 2e étage pour lequel on m'appelle effectivement, mais là non, ce n'est pas le moment, j'ai besoin de me concentrer sur la situation. Et ça aussi, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse. Ce n'est pas évident, mais il faut qu'on arrive à se dire, il y a des moments où il faut être dans une bulle, protégé, de manière à être le moins soumis, finalement, à des interférences extérieures. Et spontanément, ça va aussi contre notre sentiment d'ego, parce que quelquefois, on a l'impression d'être multitâche. Quand on est en garde, on sait tout faire. Moi, je sais répondre au bip, je sais endormir, et puis en même temps, je gère un SAMU qui va venir. Oui, mais en fait, on a l'impression qu'on est hyper efficace, mais en fait, c'est probablement à ce moment-là qu'on est le plus dangereux. Il faut juste qu'on l'accepte. L'important aussi, c'est de partager ses expériences et ses erreurs. Alors, ça peut être de façon informelle. Vous savez, il y avait... alors, je suis désolé, je vous mettrai après une diapo pour pas que parler des pilotes. Mais il y avait le bar de l'escadrille. Le bar de l'escadrille, c'est quoi, finalement? C'est le café du matin. C'est le café du matin qui est ce moment où ceux qui sortent de garde vont pouvoir discuter avec ceux qui arrivent frais. Ils vont leur raconter ce qui s'est passé dans la nuit. Et puis les autres vont peut-être leur dire qu'ils n'auraient pas fait différemment. Vous sortez de garde, vous êtes un peu triste, tout ne s'est pas toujours très bien passé. C'est réconfortant d'avoir des gens qui vont dire, alors qu'ils ont peut-être 10 ou 20 ans de plus que vous, non, mais finalement, ce que tu as fait, c'était bien. Et puis moi, tu sais, ça m'est arrivé dans cette situation-là. Moi, j'avais pensé à faire ça. Ah oui, c'est super, c'est intéressant, je le ferai. Petite aparté, un jour, il y a un grand fabricant de photocopieurs qui prend un audit externe. On lui dit, mais vos réparateurs de photocopieurs, ils prennent un café le matin. S'ils prennent un café le matin, ils perdent du temps. Résultat, quelques semaines après, les durées chez le client s'allongent. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, quand ils prenaient le café le matin, ils se racontaient les pannes. Ils se racontaient comment ils avaient résolu des pannes qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, ils gagnaient du temps, finalement, en perdant un petit peu. Il y a aussi, finalement, le partage d'erreurs institutionnelles. Alors, ça peut être au sein du service, ça peut être au sein de l'institution. Nous, par exemple, à la PHP, il y a une non-punition de la déclaration des erreurs. Si on déclare des situations qui se sont mal passées, ce n'est pas censé revenir sur le déclarant. Et ça, c'est important pour l'idée de se dire « je peux exprimer les choses ». Ça peut être aussi du partage d'expérience. Je ne sais pas si vous connaissez la Patient Safety Database. Elle est à l'origine d'un anesthésiste réanimateur qui s'appelle Frédéric Martin, à qui vous pouvez envoyer les histoires qui vous sont arrivées. Elles sont anonymisées. Et lui, son idée, c'est quoi? C'est de très régulièrement envoyer une newsletter avec les incidents qui se sont passés. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut faire des rétextes. Il faut qu'il y ait des rétextes, et à l'issue de ces rétextes, il faut qu'il y ait aussi des actions qui soient mises en place. Parce que si un événement est survenu une fois, finalement, si on ne fait rien, il pourra très bien survenir à nouveau. Et à ce moment-là, peut-être que la première fois, vous vous souvenez, la courbe de Rison avec des tranches de gruyère, peut-être que la dernière fois, il y a un agent qui avait arrêté, il y avait un bout de la tranche de gruyère qui l'a arrêté, mais quelquefois, peut-être qu'il va y avoir un autre incident, et là, ça traversera tous les trous, et on arrivera à l'accident. Il est important aussi de se former et de s'informer.
Alors là, il y a plein de sources possibles. La SFAR est en train de travailler sur des recos, justement, sur les facteurs humains, la place de la simulation et la place de la formation dans toutes ces disciplines. Vous avez des documents de l'OMS sur l'interprofessionnalité. Vous avez des documents de la HAS. Vous avez aussi, je vous ai dit, j'ai un petit conflit d'intérêts, mais vous avez cette association qui s'appelle Facteurs humains en santé, qui est finalement un regroupement de soignants, de sociologues, de pilotes, d'ergonomes, qui discutent tous ensemble. Alors le plus souvent, c'est pour essayer de créer quoi? Du contenu. Alors il y a des vidéos avec une chaîne qui s'appelle la chaîne Les Enfants du Facteur. Il y a aussi des documents, il y a aussi un podcast. Voilà, je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. On élargit le champ, parce que là, en 20 minutes, c'est difficile de vous faire le tour de tout. Et puis je vous avais parlé de 2 livres, je vous avais parlé de mon conflit d'intérêts. Il y a vraiment le livre de Jérôme Cros sur la phraséologie, parce que c'est un tout petit livre qui est hyper intéressant sur comment on peut mieux parler entre soignants. Et il y a un autre livre, qui est un livre écrit par un pilote qui s'appelle Guillaume Tirciot, qui s'appelle « Mieux réussir ensemble ». Et je crois que c'est vraiment un livre hyper intéressant aussi parce qu'il synthétise de façon très claire des concepts. Vous voyez, par exemple, vous pouvez lire Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie à la base. C'est un pavé de 700 pages. C'est un peu compliqué à lire. Et voilà, vous avez des choses où les choses sont un petit peu plus simplifiées. Je vous assure, je vous gagne 0 argent dessus. Et puis, se former aussi, c'est la simulation. Je passerai très vite, mais on peut finalement évaluer toutes ces compétences non techniques, tout ce que je vous ai parlé avec ces CRM, c'est possible, on peut les scorer et les coder. Alors c'est difficile à faire en temps réel, souvent ça se fait plutôt sur des enregistrements, ça se fait avec des avis de plusieurs personnes et on regarde si tout le monde est d'accord. Mais voilà, ces compétences non techniques, elles peuvent finalement se mettre sous une forme numérique et on peut donner un score ou pas à une équipe. J'ai presque fini, je vous avais dit, alors je vous cite l'article pour pas vraiment penser qu'il n'y a que l'aviation dans ma vie. Non, l'aviation, elle a l'intérêt d'avoir été plus récente que nous et d'être née avec très rapidement des facteurs qui ont encadré les pratiques. Tout n'est pas forcément adaptable et extrapolable. Parce que si vous regardez cet article, qu'est-ce qu'il dit? On a beaucoup plus d'hétérogénéité. On a beaucoup plus d'hétérogénéité dans nos situations avec nos patients. On a beaucoup plus d'hétérogénéité dans nos situations interprofessionnelles. Et on a beaucoup plus d'hétérogénéité même avec notre matériel, ce que n'ont pas les pilotes. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi des handicaps qui font que ce n'est pas parce que demain vous prenez tout ce qui est dans l'aérien et vous le mettez dans la santé, ce n'est pas pour ça que tout va forcément aller mieux. Ça ira mieux, oui, mais tout ne sera pas encore parfait. C'est-à-dire que chaque système doit trouver finalement la façon de fonctionner. Et puis je terminerai sur cette diapo, parce qu'encore une fois, vous avez vu, je me suis limité à une partie. On ne peut pas changer la condition humaine, mais on peut changer les conditions dans lesquelles l'humain travaille. C'est-à-dire ce que nous dit James Reason, c'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler, et là c'est un peu un biais que moi j'ai choisi, mais parce que je voulais qu'on ait des choses finalement qui soient à notre niveau, c'est tout le système qu'il faut arriver à faire changer. C'est-à-dire que ce système, il doit changer de l'opérateur à l'organisation. Alors là, je terminerai sur Marc Aurèle. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la personne se demande pourquoi elle va faire quelque chose? Donc, je n'ai pas de solution miracle, si ce n'est de dire effectivement, je suis préoccupé. Il y a des gens qui proposent effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose, c'est-à-dire de proposer un plan B. Il y a plein de techniques qui sont décrites. Ce qui est sûr, c'est que le conflit, ça mène nulle part. C'est-à-dire que le fait, par exemple, quand on est avec, par exemple, d'un côté ou l'autre du champ, le fait que le ton monte, ça, on peut être sûr que c'est délétère pour tout le monde, c'est délétère pour le patient, c'est délétère pour les soignants. Mais par contre, essayer de dire, effectivement, je suis préoccupé, en tout cas, essayer de faire tiquer la personne en face pour qu'elle se dise, mais tiens, mais pourquoi il est préoccupé? Alors, ça ne marchera pas à tous les coups, effectivement. Je ne sais pas si tu as je sais pas si tu avais une réponse déjà, mais je pense qu'effectivement, c'est un concept qui est difficile, surtout si on augmente le niveau hiérarchique. Mais plus aussi on permet aux gens de se parler, plus on permet aux gens de se connaître, plus finalement ils vont oser s'interrompre et dire « mais attends, il y a quelque chose qui me surprend ». Ta deuxième question, effectivement, les CRM, c'est un truc super large. Moi, je commencerai par la communication, parce que franchement, déjà la communication, maintenant, on a, et encore une fois, je ne fais pas de pub, mais on a ces possibilités d'avoir des référentiels. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant, même si on a une spécialité extrêmement technique. Essayez de vous poser la question le soir, combien de fois vous avez communiqué, que ce soit avec le personnel autour de vous, avec le patient, avec le chirurgien, avec l'IBOD. Vous allez voir qu'on communique énormément dans un bloc opératoire. Donc ça, c'est quelque chose peut-être de maîtrisable.
Et puis après, effectivement, c'est toute la dynamique d'équipe, c'est tout le fait de créer de la simulation, ce que disait Karine, le fait que de plus en plus, on développe cette simulation, et ça, on intègre progressivement des facteurs humains dans ces simulations.